le Headless CMS Strapi est extrêmement utile quand vous avez besoin d'avoir rapidement un back-end qui vous permet d'avoir une base de données, de pouvoir vous authentifier rapidement, pouvoir uploader des photos. J'aime vraiment beaucoup ce Headless CMS. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. Ici même, sur le côté, j'ai une playlist qui vous permettra de prendre en main Strapi. Et donc pour ceux qui connaissent déjà Strapi, ou ceux qui vont le connaître et qui auront envie d'en savoir plus, notez qu'il y a une conférence, alors elle est virtuelle, donc vous pourrez y assister en ligne. Bon, c'est loin, c'est le 22 avril 2021, mais bon, si vous pouvez déjà le mettre dans vos agendas, eh bien ce sera bon à savoir. Il y aura deux types d'événements, des événements très rapides pour ceux qui connaissent déjà Strapi, et puis des événements plus longs, je crois, de 30 minutes, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Alors puisqu'il était question de Strapi, il y a une version Enterprise Edition qui existe, mais qui était assez brutale niveau tarif. Bon, en revanche, quand on pense que ce prix-là, il incluait un support illimité, c'est pas si cher que ça. Mais bon, pour certaines petites startups ou des développeurs solo, c'était un peu cher. Du coup, chez Strapi, ils ont ajouté cette formule à 29$ par mois. Donc vous savez, ça fait bon, 10 fois moins que la version Silver. Mais vous avez bien évidemment toujours la version Community, celle que j'ai utilisée dans la playlist que je vous citais tout à l'heure, qui, la grosse différence, c'est qu'elle vous met à disposition 3 rôles par défaut, le rôle Super Admin, Editor et Creator, alors qu'avec celle-ci, vous pouvez avoir 30 Custom Roles. Donc voilà, c'est vraiment très granulaire. Ici, c'est quasiment illimité. Et enfin, puisque une bonne nouvelle ne vient jamais seule, vous pouvez recevoir une version de Strapi Enterprise Edition gratuite si vous êtes étudiant ou une organisation non lucrative, ou si vous faites de l'open source. Donc voilà, plus d'excuses pour mettre à Strapi. Pour les développeurs Angular, bon, on connaît bien Angular CLI et on s'en sert du début à la fin d'un projet, qu'il s'agisse de générer un projet, ensuite générer des composants, des services, ce qu'on veut. Eh bien, j'étais surpris de voir dans cet article qu'il existait quand même des flags qu'on ne connaissait pas. Moi, je me suis dit, bon, je me disais que j'allais les connaître, mais en fait, dans ce petit export qui permet, quand vous générez un component, également de demander à ce qu'il soit ajouté aux exports, ici même, voilà, il suffit d'ajouter export. Le deuxième vous permet de ce display-blocks d'ajouter cette CSS pour que le host il ait cette propriété CSS display block. Et enfin, le dernier, c'est type qui vous permet, si vous avez envie d'avoir un type particulier, par exemple, plutôt que d'avoir, je sais pas moi, ça.component.html, vous pouvez décider d'avoir page plutôt que component, par exemple, et bien vous pouvez le faire aller de ce type égale page. Pour les développeurs Vue, si vous avez envie de facilement implémenter de l'infinite scroll, eh bien c'est possible à l'aide de ce package Vue use infinite scroll. Il y a même un petit exemple de code. Bon là je vais rafraîchir parce que ça fait un moment que j'ai laissé cet onglet ouvert. Et ce que je voulais vous montrer. Et donc vous allez voir que quand on arrive en fin de page, il y a bien une nouvelle requête qui va se faire. Hop, vous avez vu, page 4, page 5, page 6, etc. Il n'y a pas de doute, c'est bien de l'infinite scroll. Donc voilà, il vous suffit de regarder l'exemple de ce code sandbox où la doc ici même, une simple installation suffira, et ensuite de configurer conformément à ce qui est indiqué ici même. Puisqu'il est question de vue et qu'on parle de plus en plus de pouvoir utiliser des static site generators, alors vous savez que les static site generators SSG sont très populaires, que ce soit avec du vanilla JavaScript ou en utilisant un framework front de votre choix ou lib de votre choix. Eh bien, là maintenant vous avez la possibilité d'utiliser pour les développeurs Vue ce Node.js Static Site Generator. Et il y a un long exemple qui vous montre au départ comment procède l'auteur pour générer son site statique. On voit qu'il utilise des packages par défaut de Node, le fameux FS pour File System. Là, il utilise Marked pour pouvoir convertir votre Markdown en HTML. J'ai un doute, c'est vrai que ça se faisait dans un sens ou dans l'autre, mais c'était logique que ça parte de Markdown vers HTML. Et ensuite, il vous montre comment utiliser ce package, Vue Server Renderer, pour pouvoir facilement vous créer des pages qui contiennent un template, mais sans utiliser exclusivement les templates string qui font que quand vous les utilisez, en fait, vous n'êtes pas aidé par la suggestion du code. Et bon, il vous met concrètement un exemple, comment il le fait avec Vue, en précisant bien que ça ne pose pas de problème, qu'il y ait ses attributs propres à Vue, v-bind, v-text, vhtml, etc. Et donc voilà, l'intérêt essentiel, on y arrive, c'est que au lieu d'utiliser un template, les templates literals, vous avez avec les backticks, les tirets qui penchent sur les côtés, eh bien on peut utiliser Vue Server
renderers, et notamment sa fonction render to string, qui peut vous permettre de compiler un template vue en HTML. Bon là je vous laisserai regarder l'exemple. Si la génération de site statique ne vous intéresse pas, bon, ce sont pas la peine que j'en dise davantage. Si ça vous intéresse, vous allez tout de suite trouver l'avantage que vous aurez utilisé, donc cette méthode render to string, pour compiler votre code vue en HTML. Vous vous souvenez, il y a quelques news de ça, je vous avais parlé de Skypack, qui est vraiment très intéressant parce qu'il vous permet de faire des recherches de packages plus intelligemment, qu'on va dire, que sur NPM, parce que ça vous suggère aussi des packages en fonction de critères qui ont été avancés également par des humains, hein, qui expliquent pourquoi ils préfèrent tel package que tel autre. Je vous avais parlé de Moment.js, par exemple, qui avait annoncé il y a un mois ou deux qu'ils arrêtaient, qu'ils n'allaient pas faire une version ultérieure à celle qu'il y a actuellement, qui passait la main à Luxon, où vous pouvez utiliser des FNS, etc. Ça, c'était bien rendu quand vous faisiez une recherche Skypack. Et le gros avantage de Skypack, vous vous souvenez, j'avais dit qu'il était très facile d'importer avec la syntaxe propre avec ECMAScript 6, hein, avec la syntaxe avec ECMAScript 6 module. Il y en avait d'importer un package simplement avec ses import depuis une URL complète. Hein, d'ailleurs, on va être un peu dans la même logique avec Deno. Et ensuite, il vous suffit d'exécuter, ouais, vous avez vu, et vous pouvez exécuter, donc vous importez, et puis vous utilisez ce que vous avez importé. Et bien ça se prête particulièrement bien à l'utilisation ensuite d'un CodePen, finalement, de Skypack, donc ce qui vous permet de gérer vos packages, d'importer des packages, d'obtenir des suggestions de packages, etc. Eh bien, ça se marie très bien avec CodePen qui lui vous permet de rapidement pouvoir vous créer des petits prototypes pour jouer avec des packages que vous ne connaissez pas. Et donc, il y a cet article très intéressant qui vous montre comment bénéficier de Skypack dans le contexte de CodePen. Donc, il vous montre notamment cet exemple, hein, vous avez vu, on peut faire un import à la mode ECMAScript 6. Mais il y a beaucoup d'autres exemples qui vous illustrent bien des bonnes pratiques, hein, comme vous ne savez pas toujours quelle sera la chose qui sera exportée, est-ce que ce sera un objet, est-ce que ce sera une fonction et autres, bon, il vous conseille quoi faire, hein, un petit console.log. Lorsque vous faites, bon, si vous voyez que si vous retournez c'est null, à ce moment-là, il vous incite à faire un import, de tout importer en aliasant. Et bon, encore, il y a beaucoup d'autres exemples, hein, comment servir dans le contexte de React de JSX, hein, sans vous faire jeter, hein, de nouveau. En recourant à Skypack, vous avez vu, au lieu de faire un import directement de React depuis React, et bien vous faites un import où vous préfixez de cette URL propre à Skypack. Et c'est tout ce qu'il y a à faire, ça marche. Pareil pour React DOM. Et enfin, à la fin, je vous ai proposé une série de projets que vous pouvez examiner pour voir comment font d'autres développeurs pour se servir de CodePen en bénéficiant donc de tous ces imports proposés par Skypack. Par exemple, je vous prends cet exemple qui utilise les animations via ce package Shifty. Et voilà, vous avez vu de nouveau, on importe simplement en préfixant, en faisant un import ECMAScript 6 de ce package Shifty afin de bénéficier d'un twin. Bon, ensuite, après vous avez l'exemple complet, bref. C'est ce petit exemple qui est tout à la fin de la page que je vous mettrai dans la description. Ça vous permettra, comme je vous disais, de tirer profit de deux outils qui vous facilitent la vie. Skypack pour l'import de package, qui vous permettent de les importer avec la syntaxe propre avec ECMAScript 6, et puis CodePen. Donc les deux sont vraiment forment un couple qui vous permet de rapidement tester ou de créer des POC avec vos packages préférés ou des packages que vous avez envie de découvrir. Vous avez parfois besoin de faire plus qu'un simple parsing de string en objet ou de convertir ensuite un objet en string. Eh bien, c'est ce que vous permet de faire. Alors, si vous connaissez Nicolas Zakas, dès que j'ai vu son nom, ça a tilté parce qu'il avait sorti il y a quelques années de ça déjà un bouquin sur les design patterns qui avait très bien marché. Donc, on peut lui faire confiance pour créer des packages de qualité. Et voilà, ce qu'il vous cite notamment comme cas d'utilisation où JSON.parse ou JSON.stringify ne sont pas suffisants, il prenait le cas où, par exemple, si vous avez un objet JSON qui comporte deux propriétés avec le même nom, vous avez dit, par exemple, que JSON.parse va ignorer le premier et retourner uniquement la valeur du second. Bref, il y a des cas comme ça, finalement, où on se retrouve à devoir jouer avec des objets JSON, finalement, qui peuvent être plus complexes que ce que j'imaginais au passage. Donc, si à un moment donné, vous êtes senti un peu à l'étroit et que vous aviez envie d'avoir un peu plus de contrôle lorsque vous utilisez JSON.parse ou JSON.stringify, eh bien, pensez à ce Momoa. Alors, pour la blague, là, c'est la bonne grosse blague. Pourquoi est-ce qu'il l'a appelé Momoa? Parce qu'il y a un acteur qui s'appelle Jason Momoa. Voilà, Jason, Jason. En anglais, JSON pour les objets JavaScript Object Notation et JSON, c'est la même prononciation. Donc, voilà. Donc, vous le reconnaissez. Je crois qu'il avait joué dans
Aquaman, moi je l'avais pas vu celui-là. Mais il aurait joué aussi dans... Ah oui, il a joué dans Game of Thrones. Alors comme j'ai pas vu Game of Thrones, ça fait des années que je repousse. Donc ceux qui ont vu Game of Thrones ont dû tout de suite le reconnaître. Voilà. D'où le nom Momoa, ça vient basé sur Jason, donc Jason et le prénom de Jason. Un article très pointu sur la façon la plus précise de pouvoir bien programmer l'exécution d'une fonction à l'avenir. Vous savez peut-être qu'on ne peut pas vraiment faire confiance à des méthodes telles que set timeout. Par exemple, ici on a set timeout 250 millisecondes. On n'est pas garanti que cette méthode F, cette fonction F va être exécutée vraiment au bout de 250 millisecondes parce que bon, tout dépend de l'event loop, est-ce qu'elle est occupée ou pas. Vous savez que tant qu'il y a des fonctions qui sont dans votre pile d'appels, ensuite l'appel des fonctions asynchrones est retardé. Notamment, enfin il y a beaucoup d'autres cas de figure comme ça. Et en gros, ce qui vous montre, c'est que finalement, ce à quoi vous attendiez quand vous utilisez cette timeout pour exécuter une fonction de manière asynchrone, dans notre esprit, on se dit, ah, dans 250 millisecondes, elle sera exécutée. En fait, la réalité est tout autre, ça peut traîner assez durablement. Et c'est un article très pointu, il compare le délai après lequel s'exécute réellement une fonction que vous appelez à l'aide d'un set timeout. Et donc ils ont utilisé plusieurs techniques en utilisant set timeout dans un web worker, set timeout dans une iframe qui pointe vers un site extérieur. Ils ont utilisé aussi Recurse Animation Frame. Bon, bref, c'est très pointu. Et si vous êtes intéressé, que vous avez besoin vraiment, parce que l'auteur visiblement travaille dans une entreprise qui a l'air de gérer le positionnement de publicité sur des sites. Je ne sais pas si c'est une régie publicitaire ou autre. Bon, donc pour eux, c'est critique. Il ne faut pas flinguer les performances des sites sur lesquels on affiche les pubs. Bon, c'est très, très pointu. Si vous voulez aller assez vite, vous pouvez également ensuite aller sur il le propose en cours de lecture, d'aller vers un lien qui vous permet de savoir vraiment ce qui vous ira, ce qui vous conviendra le mieux comme technique entre cette timeout, les request animation frames, l'utilisation des web workers, etc. Voilà, c'est très bien fait, très bien structuré. Donc si vraiment c'est quelque chose qui est critique pour vos projets actuels ou vos prochains projets, n'hésitez pas à lire cet article détaillé. Et puisqu'il est question de mesure de performance, heureuse coïncidence, là aussi c'est Adi Osmani, c'est un Britannique qui travaille chez Google, c'est une grosse pointure, il travaille sur Chrome. Et bien donc, il nous annonce qu'il y a cette nouvelle API qui permettra, une self-profiling API, de pouvoir comprendre vraiment comment fonctionne votre application, qu'est-ce qui impacte les performances de votre application. Et donc, l'API sera assez simple à utiliser. Vous aurez cette performance API qui vous mettra à disposition un objet profil dans lequel vous pourrez passer un objet de configuration qui indiquera à quelle fréquence vous voulez faire des mesures. Vous voulez, alors 10, j'imagine que c'est des millisecondes, ça me paraît vachement rapproché. C'est peut-être des minutes, je sais pas. C'est pas bon, on verra quand ça sortira, parce que regardez, quand on va sur l'aide officielle, c'est écrit de partout que c'est un draft unofficial, donc faut pas encore s'attarder dessus. Mais en tout cas, vous voyez que l'utilisation sera simple une fois que ce sera sorti. Vous commencerez à vous créer un profiler pour configurer la fréquence d'exécution de votre profiler. Vous ferez une tâche assez coûteuse et ensuite vous arrêterez le profiler pour retourner la trace qui aura été capturée et vous pourrez envoyer cette trace vers un endpoint pour du reporting. Voilà. Au détour d'article que je lisais de fil en aiguille, je suis tombé sur cette petite autocomplete qui s'appelle AwesomePlete, un jeu de mots entre Awesome et Awesome Complete, Awesome Autocomplete. Et donc vous avez quelques exemples qui vous permettent de rapidement, et regardez pour un autocomplete qui pèse minifié, zippé à peine 2 kilooctets. Et donc quand vous commencez à taper, allez, Knowledge, JIA, hop, vous avez vu, ça vous suggère et ça vous souligne voilà, les deux options qui vous sont proposées, qui correspondent au mot que vous avez tapé. Là, vous pouvez vous en servir sans qu'il y ait besoin de taper le moins de JavaScript supplémentaire. Et puis ça vous montre d'autres types d'utilisation en utilisant un data list couplé à un input, l'utilisation d'un input couplé avec une order list à des list items, etc. Donc si vous avez besoin d'un autocomplete petit et qui fait tout ce qu'il y a à faire et qui a une doc très, très détaillée, eh bien, AwesomePlete peut vous intéresser. C'est de Léa Verrou, qui a une grosse pointure et qui travaille sur des questions très pointues, qui est une auteure de librairie, donc quelqu'un à suivre également. Tailwind, c'est un framework CSS assez particulier, c'est-à-dire que l'essayer c'est l'adopter, c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait dire de lui, parce qu'il y a une petite phase d'habituation du fait que
ça prend le contre-pied de ce à quoi on est habitué comme Bootstrap ou Material ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment, ce qui est vraiment excellent, et cet exemple, si je le rafraîchis, on devrait le voir, c'est qu'en fait, la promesse, c'est que ça vous permet de tout faire de côté HTML et de voir en direct les modifications que vous obtenez. Vous avez vu, au lieu d'avoir une card, si vous voulez faire une card, eh bien, dans le monde de Bootstrap, on utilise le tag, la classe card, qui en fait contient beaucoup de CSS sur lequel on n'a pas trop la main. Et là, c'est très granulaire. Vous avez vu, à mesure qu'il tape du code, on voit la carte qui évolue au fil du temps. C'est très 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 bien pensé. Vous avez vu, le simple fait de dire quand on est en médium, on utilise flex pour que les choses soient alignées. Eh bien, voilà, vous l'appliquez tout de suite. Vous êtes en médium, vous n'êtes pas obligé de faire une media query à la main. Là, c'est très ingénieux. Vous avez le background qui est en grès. Mais grès, en fait, vous pouvez obtenir plusieurs types de grès en fonction de cet indice que vous pouvez augmenter. Par exemple, vous pouvez le passer à 200, à 300, à 400, à 500. Je vais vous montrer l'exemple parce que c'est vraiment, vraiment très bien pensé. Euh, voilà pour la color. Vous avez vu, par exemple, vous avez ces couleurs. Et bien là, vous avez toute une palette de couleurs qui tourne autour du rouge. Et donc, c'est très bien pensé. Vous êtes sûr de ne pas faire de faute de goût. Par exemple, si vous avez envie d'avoir un texte qui serait dans ces couleurs-là et avec un fond qui serait dans ces couleurs-là, ben, il vous suffit de faire un BG pour background, red, donc vous êtes sur cette palette de red, si vous avez ici le yellow, vous seriez sur cette palette de jaune, sur le green, vous avez compris le principe. Et ensuite, il suffit de jouer sur l'indice pour que la couleur soit de plus en plus foncée. Ça, c'est vraiment, je trouve, une très bonne idée. Pour tout ce qui est taille, ben, c'est la même chose. Oui, W comme width. Là, vous avez une taille de 64, là une taille de 56, de 48, vous avez vu, ça devient intuitif, on voit la chose, c'est intuitif, et en même temps c'est très granulaire. Vous avez un contrôle vraiment très granulaire sur chaque chose que vous faites. Pour les couleurs, on en vient. Pour les typographies, c'est le même principe. Vous avez vu, vous avez du font sans, font série, font mono, et vous voyez immédiatement à côté donc les modifications qui sont apportées. Pour les shadows, bon, vous avez compris, ça va être le même principe. Shadow small, shadow medium. Vous avez vu, le shadow est de plus en plus prononcé. Hein. Vous avez vu, là c'est XL, là c'est 2X, donc on a cet effet de relief toujours plus marqué. Bref, c'est très intuitif. Une fois qu'on a saisi la chose, en gros, il vaut quand même mieux connaître, avoir des fondations de bonnes bases en CSS, au moins, déjà si vous connaissez Flex, Flexbox, une fois que vous utiliserez Flex, ça sera tout de suite intuitif. Si vous savez ce qu'est une media query, et ben vous savez que ça, en fait, ça vous permet d'utiliser une media query qui vous appliquera du style si vous êtes en medium. Bref, enfin, il y a des choses comme ça où vous retrouverez au petit rapidement et la doc est extrêmement bien faite. Voilà pour Tailwind, la news d'aujourd'hui, c'était le fait que Tailwind maintenant est sorti en V2. Et donc Tailwind, ça c'est news d'aujourd'hui, est en V2. Et vous allez voir, bon là j'ai pas le son, mais le son rajoute au côté quasiment hollywoodien de l'annonce officielle. Je vous laisserai regarder cette bande-annonce pour la V2. Ça fait vraiment un film hollywoodien, c'est très bien fait et ça donne envie. Donc Tailwind est en V2. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Je pourrais vous faire une vidéo sur Tailwind si la chose vous intéresse. Moi en tout cas, je suis de plus en plus accro. Plus je joue avec et plus je trouve que c'est vraiment bien fait. Et ça nous change finalement de Bootstrap et ça nous évite de tomber sur le fait d'avoir toujours des sites qui se ressemblent parce qu'en fait, là c'est vraiment très granulaire ce qu'on fait. Pour les développeurs React, eh bien, il y a une nouvelle version de Downshift qui vous permet de facilement créer des drop-down lists qui ont comme avantage en être flexible, surtout de respecter tout ce qui est web accessibility. Donc pour les gens qui utilisent eh bien, des tablettes, enfin des devices qui lisent le contenu, là avec Downshift vous respecterez tout de suite les bons standards. Et ça vous met à disposition aussi bien des hooks, hein, vous avez vu des custom hooks tels que useSelect, useComboBox, etc., que des componentes tout fait, componentes Downshift. Donc là de nouveau, hein, voilà, vous avez une documentation qui est très bien faite, hein, avec les propriétés, voilà, des exemples de code clairs, hein, pour un développeur React, vous retrouverez facilement vos petits. Et donc c'est une nouvelle version de Downshift qui est sortie. Voilà, on est sur la V6. Allez, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est déjà fait. Regardez la playlist Strapi si vous n'êtes pas encore penché sur Strapi, c'est vraiment une très bonne alternative, notamment à Firebase, si vous avez besoin d'un back-end rapidement, mais sans dépendre forcément de Firebase. Je vous renvoie vers les dernières vidéos qui marchent bien en ce moment, parce qu'en fait elles correspondent vraiment à ce que vous recherchez. Si vous êtes développeur Vue, la vidéo sur Vue 3, si vous ne l'avez pas déjà vue, si vous êtes développeur Angular,
la vidéo sur Angular 11 et à bientôt.